Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Christelle Kirchstetter, je suis directrice du FRAC depuis le 1er janvier. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous tous, avec vous toutes, et de commencer une partie de programmation par ce sujet. On accueille aujourd'hui une des manifestations du programme du Centre culturel suisse, un tour, qui fait escale à Orléans, et Claire Hoffmann, qui est responsable des arts visuels au Centre culturel suisse, en dira un peu plus dans quelques instants. Le FRAC a été sollicité avant mon arrivée. C'est Claire qui avait pris la tâche de Jacques Bell, Jacques faisait l'intérim durant l'année 2024, avec cette proposition qu'effectivement on soit associé à ce On Tour Orléans, et depuis les arts visuels, ce qui était plutôt une bonne chose parce que le programme était surtout spectacle vivant. Donc ça nous permettait effectivement d'entrer par un autre biais dans ce programme. Et avec Claire, très vite, on s'est entendu sur deux choses. Il y a effectivement une partie exposition qui viendra à partir du 3 avril. Et on a invité des jeunes diplômés, des jeunes artistes de la aide à Genève, et dont le travail n'est pas sans lien avec l'architecture, avec les territoires, avec les paysages, puisqu'elles vont proposer une exposition depuis leurs expériences, notamment en milieu rural, et puis depuis une position d'artiste qui s'attache moins à produire de l'objet qu'à retravailler et refonder des territoires avec le collectif, avec les habitants. On n'est pas très éloigné des thématiques d'aujourd'hui. Et puis en septembre, on accueillera un deuxième tour de la aide, et cette fois-ci avec le Master Média, donc numérique, qui présentera quelques projets. Peut-être architecture intérieure, on ne sait pas encore, on attend. Et puis surtout, le Master Média travaillera un semestre complet depuis les collections du FRAC. Donc ça, c'était la première partie du projet, qui est ce temps long. Et il fallait qu'on puisse s'inscrire aussi dans un temps court, qui est ce temps fort de ce week-end, où il y a plusieurs manifestations suisses sur l'ensemble du territoire, de la ville. Et très rapidement, avec Claire, on s'est dirigé vers cette idée d'inviter les équipes curatoriales des pavillons français de la Biennale d'architecture de Venise. Pour ma part, c'était un signe assez fort, et encore une fois, je le répète, je n'étais pas encore tout à fait en poste, d'ailleurs pas du tout. Et pour moi, c'était un signe que Dominique et Brendan soient les commissaires invités pour cette Biennale de Venise, et je me disais, ben voilà, on a des petites conjonctures qui se dessinent. Cette biennale, elle est placée aussi sous des thématiques qui sont celles des intelligences naturelles, artificielles, du collectif, qui sont des valeurs qui sont fortes, et des principes aussi qui sont très très représentés dans les collections du FRAC. Donc ça nous paraissait faire écho aussi naturellement avec cet établissement, en dehors de la question de l'architecture. Et puis, le FRAC a pour vocation aussi de s'inscrire dans des programmes régionaux qui s'annoncent, comme Bourse 2028, Capitale européenne de la culture, qui convoquent ces mêmes thématiques. Et puis, avec la région aussi, sur ce programme d'habitabilité, il faut vraiment que je m'entraîne, et du New European Bauhaus. Donc voilà, tout convergeait en quelque sorte, et c'était très très heureux pour nous. Donc voilà. On est très heureuse de vous accueillir, et puis je vais laisser Claire prendre la suite pour la partie du Centre culturel suisse, et juste très rapidement remercier en tout cas toutes les équipes du Centre culturel, parce qu'il a fallu qu'on travaille très très vite. Et je les remercie aussi de leur patience, parce que parfois je ne pouvais pas répondre tout simplement parce que je n'étais pas en poste. Donc je ne pouvais pas décider. C'est un peu technique tout ça, mais voilà. Et puis je vous remercie aussi du merveilleux accueil que vous m'avez fait pour une prise de poste. C'est très 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 agréable. Et puis finir évidemment comme toujours par remercier les équipes du FRAC, qui sont très nombreuses aujourd'hui et qui sont tout le temps là aussi pour accompagner nos manifestations. Merci beaucoup, Christelle. Et vraiment, en premier, j'aimerais
beaucoup remercier Christelle pour cet accueil. Donc c'est assez exceptionnel parce qu'on a toqué à la porte quand même assez tardivement, disons, du FRAC pour voir si on pouvait faire une collaboration. Et c'est exceptionnel de pouvoir déjà faire cette rencontre entre deux équipes qui sont en plein, à fond, les derniers préparatifs des pavillons qui vont ouvrir à Venise, mais surtout aussi une exposition qui va ouvrir là dans 3 semaines. Donc on est extrêmement heureux de pouvoir s'inscrire dans la programmation du FRAC. On va parler d'architecture, on va parler de chantier, et c'est un peu la raison pour laquelle le Centre culturel suisse est là, finalement. Donc nous sommes en travaux depuis presque 3 ans. Notre centre se situe à Paris, c'est un petit centre d'art et de spectacle vivant qui est en rénovation donc pour plein de raisons aussi infrastructurelles, accès PMR, et ça nous a donné l'occasion de faire un tour de France, donc d'aller dans différentes villes et faire des programmations avec les structures locales dans les villes, par exemple à Dunkerque, à Rennes, et aujourd'hui nous sommes à Orléans. Donc il y a une grande programmation qui a été pensée déjà par le théâtre, dans laquelle nous avons pu nous inscrire en augmentant encore la programmation. Et en dernier partenariat, on a pu gagner justement le FRAC pour une partie plutôt art visuel et architecture. Pour celles et ceux qui ont encore pas de programme pour ce soir, je vous invite, si ça vous intéresse, de découvrir du coup, il y a encore 2 spectacles qui vont se tenir à 18h, Lily Parson, un spectacle de cirque, et à 19h, Melissa Gay, un spectacle de danse au théâtre. Donc si jamais vous voulez poursuivre encore la découverte de la création contemporaine suisse, il y a encore l'occasion ce soir. Et donc je vais présenter très rapidement l'équipe et le projet du pavillon de la Biennale de cette année. C'est après d'abord l'autre partie qui va présenter le projet. Donc je vous invite à essayer de retenir un tout petit peu avant que ça sera vous qui prenez la parole. Donc en fait, ce qui est vraiment super, c'est que ces 2 projets collaboratifs qui sont nés un peu d'une équipe centrale, disons. Donc pour le cas du pavillon suisse, c'est Annex, 4 architectes femmes qui ont fondé cette agence Annex, donc qui est engagée pour construire une réflexion de ce qui est déjà là et aussi une réflexion historique sur le bâti. Et ces 4 architectes se sont associés donc avec une artiste embarquée, Axel Stiefel, qui est là aussi aujourd'hui. Et après, l'équipe a été encore beaucoup plus élargie avec d'autres architectes, avec un artiste sonore, Octave Majescas, qui est là aussi ce soir. Et parmi les architectes donc de Annex, il y a 2 représentantes, c'est Elena Chiavi et Myriam Uzor. Et les personnes qui ne sont pas présentes, c'est Amy Perkins et Catherine Füglistaller. Voilà, beaucoup de noms. Vous êtes nombreux. On va entendre tout à l'heure que vous aussi, vous êtes nombreux. Voilà. Et je pense que ça va être peut-être aussi un sujet sur lequel on pourra débattre. Et comment est-ce que ces collaborations se font, comment ces élargissements de compétences et de personnes se font pour après créer une forme. Et ça m'apporte un petit peu au sujet du pavillon suisse, donc qui s'appelle Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt, c'est-à-dire la forme finale est définie par l'architecte sur le chantier. Et c'est un peu une procédure de curation réparatrice, si j'ose dire, où vous vous intéressez à une architecte historique et vous imaginez qu'est-ce qui serait passé ou comment serait aujourd'hui le pavillon suisse si ça avait été une architecte femme qui l'avait construit et non pas Bruno Giacometti, donc l'architecte qui a été chargé de la construction du pavillon en 1958. Et on est très curieux et curieuse de découvrir ces hypothèses et aussi, comme j'ai appris aujourd'hui, un aspect construit, parce que je crois qu'il y a vraiment une construction qui va se faire dans le pavillon. Et j'ai aussi entendu qu'on aura la chance de voir quelques photos du chantier.
Donc je me réjouis beaucoup. Et, et je repasse la parole à Christelle pour présenter Jacob Macfarlane. Alors, Dominique Jacob, Brendan McFarlane, vous les connaissez évidemment tous pour beaucoup. On est chez eux, là, aujourd'hui. Et on disait d'ailleurs tout à l'heure que c'était un endroit assez admirable pour l'acoustique et pour faire des rencontres. Et vous disiez que ce n'était pas toujours prévu, mais en tout cas, c'est très, très, très heureux. Le projet qui est le vôtre, pour cette Biennale de Venise, c'était le projet de vivre avec toutes les crises qu'on peut traverser en ce moment, évidemment des crises climatiques, des crises politiques, toutes les crises possibles. Et pour cela, vous avez aussi fait le choix du collectif et vous allez nous le présenter à l'instant, dans un contexte qui n'est pas un contexte non plus évident, puisque le pavillon français est en travaux et que le projet pour les équipes françaises, qui ne sont pas que des équipes françaises, effectivement, doit pouvoir prendre place autour du pavillon, mais ce qui est aussi une opportunité à inventer de nouvelles formes. Je ne vais pas être plus longue, je vais vous céder la parole pour que vous puissiez nous présenter ce projet pour cette Biennale 2025. Merci Christelle. Bonjour. Écoute, déjà merci beaucoup Christelle de nous inviter ici aujourd'hui. C'est en effet un plaisir de revenir au FRAC et de voir autour de monde et de voir cet espace habité. Et on en reparlera plus tard parce qu'il y a d'autres itérations avec le FRAC qui vont venir dans les mois qui viennent. Donc on est ici pour vous parler aujourd'hui de notre projet pour le pavillon français de la Biennale de Venise qui va ouvrir le 9 mai. Notre projet s'intitule Living with, Vive avec, et nous sommes d'abord au cœur une équipe de 4 curateurs. Donc là, je suis ici avec Brendan McFarlane, mon associé, et on est également associé avec Eric Daniel Lacombe et Martin Duplantier. Alors, je vais voir parce que j'avais fait cette présentation un petit moment. Très bien. Notre sujet, en fait, s'appelle Living with, Vivre avec. Et qui part du constat, Christelle, comme tu l'as un petit peu annoncé tout à l'heure, c'est qu'on vit une époque très compliquée où on fait face à un changement climatique qui s'accélère. Vous le voyez bien depuis le moment où on a rendu notre proposition pour la Biennale, les choses s'accélèrent encore plus face aux tempêtes, face aux feux, aux incendies. D'autre part, donc, qui affectent grandement nos conditions climatiques d'habiter. Et en parallèle, on a des endroits où il y a des crises qui détruisent énormément tout l'habitat, tous les tissus urbains, tous nos modes d'habiter, et qui ont également un impact climatique. Donc bien sûr, à un moment, c'est bien l'humain qui est la cause de tout ça, par des moyens des fois un peu indirects. Et on s'est dit que c'était un sujet qu'il fallait adresser. Il y a toute une partie de notre profession d'architecte qui a beaucoup travaillé, parce qu'il y avait un grand retard à rattraper, qui est sur l'atténuation bas carbone, comment construire en dépensant le moins d'énergie possible, en étant le plus respectueux possible. Mais on se rend bien compte qu'il faut aussi maintenant trouver des moyens de s'adapter. Il faut trouver des moyens de s'adapter quand la ligne de la côte se resserre et rentre dans les terres. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand le lit des rivières déborde, on ne peut plus construire au bord des rivières. Quand on a des feux qui se répètent, comment fait-on ? Donc il nous semblait intéressant d'interroger plusieurs architectes sur ces sujets-là et qu'est-ce que ces architectes pouvaient proposer. Pour ce faire, on a lancé un appel à projet sur 6 thèmes qu'on a identifiés. Et l'intérêt de faire un appel à projet, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une solution. Parce que je ferai après un petit sujet par rapport au thème général de Lien de Calorati, mais il y a des équipes d'architectes, d'ingénieurs, de personnes spécialistes en environnement, enfin de philosophes, qui réfléchissent comment faire. Et il nous semblait intéressant finalement d'avoir un panel assez important de personnes qui ont commencé à réfléchir sur le sujet et qu'est-ce qu'elles proposent. Et l'idée, c'est que quand on va avoir ce panel de 50 projets qui seront exposés à Venise, c'est qu'elles puissent aussi faire naître entre chacun d'entre vous des idées, des propositions, des similitudes. Et pour moi, c'est dans la discussion qu'on discute, qu'on échange, qu'on invente.
C'est pas en restant chez soi face à un problème. Et donc cette idée d'avoir un moment dans le pavillon, donc ici le pavillon français, un endroit où vous avez 50 équipes d'architectes qui ont chacune un projet avec leurs équipes, puissent échanger, puissent communiquer, et de là on espère naître d'autres propositions encore et continuer à enrichir le débat sur la suite. Donc on a sur les 6 thèmes, nous avons un qui est avec l'existant. Donc on sait bien que faire avec l'existant est un sujet important, d'arrêter de continuer à faire un étalement urbain, de finalement restructurer ce qui existe pour en faire autre chose d'autres programmes. D'une certaine manière, le FRAC en est un peu un exemple, puisque c'est bien, il y a eu une extension. Mais il y a une partie tout à fait de bâtiments, des subsistances militaires qui ont été conservées. Donc c'est comment finalement réinventer ce qui existe, le transformer et le réadapter avec une nouvelle programmation dans un site. Ensuite, la proximité. L'idée, c'est qu'il faut faire avec les personnes qui sont autour de nous, qui nous entourent. C'est l'intelligence, on va dire, de situation, l'intelligence locale de ceux qui connaissent leur terrain. Et donc on a une série de sujets sur la proximité. L'abîmé. Donc l'abîmé, là on s'adresse à tout ce qui est par rapport aux crises politiques, à la guerre qui détruit des zones entières. Donc là, par exemple, vous avez un marché à Kinshasa, vous avez la rue verte à Beyrouth, des architectes urbanistes de Beyrouth qui ont réinvesti des zones qui avaient été démolies par l'explosion des silos. Et comment, finalement, elle propose un projet qui soit une renaturation. Donc finalement, il y a eu quelque chose qui a été abîmé, mais dans ce qui a été abîmé, on le remet finalement dans un circuit de renaturation, ce qui est aussi intéressant comme réflexion. On a bien sûr Martin Duplantier qui travaille beaucoup en Ukraine, dans différents sites, à Mariupol, sur la rivière Dniepr, et qui aussi, avec les architectes sur place en Ukraine, travaille à la reconstruction et aussi aux conditions de vie en site de guerre. Donc par exemple, il a des écoles qui réinstallent pour le moment dans des locaux souterrains parce qu'ils n'ont pas d'autre option et que de continuer à avoir une éducation est extrêmement important. Les vulnérabilités. Donc les vulnérabilités, c'est je pense, notre plus grand sujet parce qu'il y en a beaucoup. Donc il y a les submersions, il y a les tempêtes. Donc là, vous avez submersion en Bangladesh, vous avez les tempêtes à Mayotte, vous avez les endroits d'extrême chaleur et dans différents pays. Ce que j'ai pas peut-être dit, c'est que finalement, dans l'appel à projet qu'on a lancé, on a à peu près la moitié de projets qui sont internationaux. On a vraiment des projets de la planète entière, donc de tous les continents, presque. Mais pratiquement de tous les continents. Et ça, c'est important, c'est que finalement, le sujet de la submersion, qu'il soit à Tonga, qu'il soit à Pierre-et-Miquelon, il y a un sujet de submersion. C'est bien l'ensemble de la planète. Et c'est aussi ça que c'est important de montrer ces projets. La nature et le vivant, donc c'est comment mieux intégrer la nature et le vivant dans les projets, qu'elle fasse partie finalement d'un écosystème qui est vraiment... finalement bien plus respectueux finalement de la nature et qui améliore notre condition en général. Et on finit par les intelligences réunies, donc l'intelligence naturelle, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, qui là rejoint un peu plus le thème de Carlo Ratti, qui explore cela à l'Arsenal et dans le pavillon national. Donc là, vous voyez, donc on a 50 projets qui seront exposés dans ce pavillon français. Ce pavillon, Christelle, comme tu l'as dit, il est fermé pour travaux. On avait tout à fait le choix dans la consultation qui avait été lancée par l'Institut français de s'implanter quelque part, mais rien n'était défini. Et nous, on s'est dit qu'au lieu d'aller sur une île ailleurs, tu vas passer, ouais, vas-y, continue. C'est juste, sinon, je suis là comme un fleur. Mais simplement, voilà, c'est bien de dire quelque chose aussi, comme ça, tu savais, on est deux. Mais on est dans une site assez incroyable. Mais bon, tout c'est incroyable à Venise, donc c'est un peu bizarre à dire ça. Mais entre guillemets, on est le pavillon français. On est évidemment en face les Anglais et les Allemands. Donc on est dans cet axe et les Suisses plus loin. Et donc, et les Australiens aussi sur le coin là. Donc, on est effectivement, en trouvant le bâti, comme disait Dominique, complètement fermé, on a bien compris en fait, il faut soit abandonner le site et chercher pour un autre lieu à Venise. Donc, on a fait un débat d'à peu près une demi-heure sur ça. On a bien compris en fait, il faut absolument pas abandonner. Donc, c'est un peu pourquoi la force de notre groupe.
On est dans une période d'une demi-heure, 4 ensemble, on est bien débattu le fait est-ce qu'on abandonne. Mais on abandonne tout le temps dans ce monde. Donc c'est quand même intéressant. Et on a compris la vitalité, l'intérêt à en fait trouver le projet le plus proche de la pavillon. Donc on est et dans une période très courte, on a bien compris en fait il faut encercler le bâti dans un sens concept, mais finalement on a trouvé l'espace qui est intéressant, le devant c'est un peu prédictable, mais la partie non prédictable c'est tout le côté forêt. Donc toute cette partie-là en fait c'est la partie normalement entre guillemets bien compris par tout le monde, on n'entre pas dans cet espace. En fait, personne qui a un souvenir de cet espace. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un espace découvert. Dès que tu plonges dans cet espace, il se parle de la forêt pour nous, mais en fait, la forêt, il y a plein de différentes plantes, différentes lichens, mosses. En fait, c'est un univers. Et en fait, dans cet univers, on a bien compris, en fait, c'est très intéressant, pourquoi pas, on crée un pavillon et on descend vers le canal. Et en descendant vers le canal, on s'est trouvé dans cet espace. Donc en fait, c'est un espace perdu. Donc c'est cet espace-là, en fait, donc l'entrée, c'est plutôt par là. Et en fait, on fait un type de circuit comme ça. La forêt, c'est là. Donc en fait, c'est un diagramme, entre guillemets, très, très simple. Mais toute cette structure-là, en fait, c'est un échafaudage loué qui est là dans une usine, avec une entreprise, une grande entreprise à Venise. Donc, en fait, c'est une histoire de simplement mettre l'échafaudage, comme tous les sites de construction à Venise, par bateau, fait une mise en scène sur le site, avec un produit qui est le plus bas carbon footprint pour une structure. Donc c'est ça, le grand argument, c'est on est dans la recuperation, le zéro déchet, le maximum possible, qui est une grande thématique pour cette biennale. Et surtout, en fait, l'échafaudage, ça arrive en fait, il y a un projet d'échafaudage avant nous, qui encercle le pavillon pour la restauration de le pavillon. Donc en fait, en ce moment, il y a un chantier qui est commencé entre deux contracteurs. Donc un qui pose l'échafaudage pour la restauration de le pavillon et un autre qui pose le pavillon. Mais en fait, simplement, c'est un projet, conceptuellement. Donc pour nous, c'est une grande possibilité à pas imposer une architecture sur le projet, mais en fait exposer un projet architectural à l'intérieur de l'échafaudage. Donc c'est ça qui est peut-être pour nous une qualité intéressante par rapport au projet. Après, on passe plutôt sur les différentes présences dans ce concept. Le parcours, c'est un parcours très simple. On est en entrée par là et on passe effectivement dans les 6 grandes thématiques de le pavillon. Avec une descente dans la forêt et on repasse et effectivement soit on circuit par là, on remonte par là. Donc le dernier thématique, le dernier de le système, on est sur le canal et on est dans la vulnerability. Et la vulnerability, toujours on essaie de trouver le thème aussi en relation avec son sens topographique vis-à-vis le site, le sens de où on trouve la nature, le sens de où on trouve le bâti, l'architecture, où on trouve la condition topographique. Donc c'est ça qui est peut-être intéressant aussi dans le parcours, entre le système, on essaie de mettre le système en relation avec la situation comme un type de découvert pour le public. Et après, si on passe, donc c'est un peu les dernières images. Voilà. On dit dans un principe une exposition extérieure. Donc on a simplement, ce sont des panneaux bois qui sont imprimés en conditions extérieures. C'est pas une exposition fermée, donc il n'y a pas de maquette, il n'y a pas d'objets précieux. C'était ça aussi dans notre intention. Donc il n'y a pas un sujet compliqué d'assurance, de transport. En fait, tout est fait à Venise.
tout est démonté de ce qui concerne la structure. Et peut-être que les panneaux bois auront en tout cas, ils auront une deuxième vie, soit une deuxième vie d'exposition, ce qu'on espère, soit une deuxième vie en recyclage. Donc voilà. Notre projet s'accompagne aussi d'un travail avec 8 écoles d'architecture dans le monde entier, françaises et internationales, sur l'établissement d'un atlas des aléas. Ces écoles travaillant sur leur environnement et sur l'identification des risques de leur territoire et comment leurs projets peuvent s'adapter à ce risque. Donc, par exemple, l'école de la Villette travaille sur les inondations dans le Pas-de-Calais, l'école de Marseille travaille sur la salinisation dans la Camargue. Ensuite, nous avons les écoles de SciArc à Los Angeles qui travaillent sur le feu et le vent. Et vous avez pu, ils y travaillent depuis le mois d'août. Et vous avez pu voir qu'au mois de janvier, ils ont été terriblement confrontés. L'école d'Ukraine à Kharkiv, travaille sur la démolition et comment réadapter des conditions de vie dans ces moments-là. Ensuite, nous avons une école en Arabie Saoudite à Riyad sur la chaleur, et l'Égypte sur la chaleur, mais aussi sur les pollutions invisibles que peuvent être le bruit. Et cette idée aussi, c'est que ces écoles arriveront à un moment à se rencontrer et à échanger entre elles pour de futures collaborations. Et dernier sujet, nous avons des conférences. Une conférence, la biennale dure 6 mois, donc on a une conférence chaque mois sur un de ces thèmes, de ces 6 thèmes, en invitant donc des architectes, des philosophes, aussi des responsables politiques soit de région ou soit de ville. Qui sont là, et avec une dernière conférence qui sera à la Cité d'Architecture, un petit peu comme une clôture. Le catalogue, on aura un super catalogue chez Flammarion, très bien. Et ensuite, la dernière image, peut-être qu'il y avait une invention d'image. Il y a encore une image ou non? Oui. Voilà, les résonances. Donc les résonances, nous y sommes. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est que dans l'appel d'offres qu'on a lancé à projet, on a reçu à peu près 275 projets. On avait une place limitée à la fois dans le catalogue et à la fois dans la place du pavillon, parce que finalement, il est pas très étendu. Et donc, on ne pouvait pas exposer plus de 50 projets. C'est ce qu'on a déterminé. C'était la taille minimum possible. Par contre, on a dû faire des choix, et certains, on avait des regrets. On ne pouvait pas, certains projets qu'on aurait voulu exposer, on n'a pas eu les moyens de le faire. Mais, et surtout, la somme de ce qu'on a reçu était vraiment incroyable. Et il nous a semblé intéressant finalement de continuer un petit peu cet appel à projet, qu'on va continuer sur plusieurs années, de trouver un système de plateforme et de trouver aussi un système d'exposition pour le montrer et en faire part. L'idée, c'est que ça ne reste pas dans une plateforme et que ça puisse aller à la rencontre d'un public. Donc il y a plusieurs résonances qui sont à l'étude à l'étranger, et on en a une belle qui est à l'étude au FRAC. Donc courant 2026, voilà, c'est à l'étude, mais bon, voilà. On espère bien qu'on pourra avoir ici une halte avec les architectes et les écoles, parce que la relation en binôme architecte-école est très importante, parce qu'il nous semble qu'inclure les écoles qui font face, c'est leur futur sujet. Nous, quand on était à l'école, malheureusement, c'était pas une préoccupation majeure, mais c'est maintenant une préoccupation majeure pour les étudiants. Donc, que les écoles fassent vraiment partie de cette aventure est extrêmement important, et c'est important de pouvoir leur donner une place. Et je pense que dans ces résonances, elles pourront aussi le trouver, et on va peut-être y avoir plus que 8 écoles aussi. C'est bien aussi l'idée. Non, bien dit. Je pense en fait c'est un petit peu touche le premier point par Dominique, ça c'est de dire pourquoi pas juste un place, une solution, et pourquoi les places et les solutions. Donc on est vraiment dans la pluralité pour trouver le maximum d'informations entre guillemets et potentiellement créer un type de base à donner, une base qui est évolutive, avec les idées dans le pavillon, qui est peut-être évolutive dans le futur, et futur avec futur et pour future generation. Donc la jeunesse, les jeunes architectes, c'est très important dans cette relation. Merci beaucoup. Et on est ravis de vous inviter avec le pavillon suisse, qui a des sujets, je pense qu'on aura des histoires à raconter entre nous, et d'autres événements à Venise d'ailleurs. Merci beaucoup. Juste pour préciser sur la résonance et la jeunesse, ça résonne aussi chez nous, puisque l'idée, c'est aussi de faire la résonance de la résonance et qu'on puisse travailler avec des acteurs du territoire, et notamment les plus jeunes, puisque
ils vont être les premiers confrontés à ces fameuses crises évoquées là. Je vais laisser maintenant les équipes suisses prendre la parole et présenter leur projet. Et puis après cela, on pourra proposer évidemment des questions et des échanges avec le public. Alors c'est à vous, Alex, maintenant. On va commencer avec une capsule sonore pour visibiliser un médium immatériel et vous faire plonger un peu dans l'univers. You're done clicking? For now, yes. We need to have some fun. We need to have some fun. Fun, 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 fun. Je vais me mettre là aussi. Et vous avez entendu, comme Axel l'a dit, une petite capsule et il faut bien la retirer un peu dans la tête parce qu'on va y revenir. Mais je vais d'abord commencer par répéter le titre de notre projet. C'est Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt. C'est un titre allemand. Et traduit, ça veut dire la forme finale sera décidée par l'architecte sur le chantier ou à la construction. Et en fait, on a pris ce titre où en fait c'est un peu le fil rouge qui nous guide à travers notre processus, parce que ce que nous a fasciné ou ce qui nous a plu, c'est
la notion de la endgültige Form, la forme finale, qui est toujours quelque chose qu'on cherche comme architecte. Il y aura toujours une forme finale. Et en même temps, ici, sera décidé sur site. Donc, c'est quelque chose qui reste ouvert. C'est quelque chose qui est en train de se développer et qu'il faut rester un peu flexible ou il faut s'adapter à ce qu'on trouve sur site. Donc, ça nous a beaucoup plu et aussi le fait que le mot architecte, Architektin, en allemand, c'est la forme féminine de l'architecte qu'on ne peut pas traduire en français, mais donc c'était une référence aussi à notre groupe annexe qui est composé par 4 architectes. Et en fait, le titre, c'est une citation qui vient d'un plan qui a été dessiné par l'architecte Lisbeth Sachs, une architecte suisse-allemande. Et c'était pour un projet qui s'appelait la Kunsthalle. Ça veut dire une halle d'art, Kunsthalle. Et elle a construit ce projet pour une exposition dans les années 58 à Zurich, en Suisse. En fait, c'était une exposition où l'idée, c'était de présenter le travail des femmes. Et beaucoup pas beaucoup parce que ça n'existait pas beaucoup de femmes architectes, mais les architectes femmes qui ont travaillé à cette époque-là étaient commissionnées à construire des pavillons pour cette exposition, pour montrer le travail des femmes. Et en fait, Lisbeth Sachs, ce qu'elle a proposé, c'est ce pavillon, ce plan. Et c'est un plan qui on a déjà connu comme groupe, parce que oui, c'est un plan qu'on a déjà eu dans notre tête, mais c'est pas un plan qui est dans le canon, qu'on connaît, ou on apprend, mais il nous a beaucoup fascinés parce que simplement on le trouve magnifique, il est très ouvert, il y a du mouvement là-dedans, c'est une forme, on dirait assez simple, mais en même temps il y a une complexité parce que c'est pas juste un wheel, mais il y a quelque chose qui nous a vraiment fascinés et que voilà, on a commencé à étudier cette architecture aussi parce que il y avait une liaison avec le fait que c'était construit pour une exposition dans un parc. Voilà, ça c'était le lieu à Zurich où l'exposition a eu lieu. Et c'était dans un parc ouvert et c'était au bord du lac. Donc, ce projet nous est venu à la tête aussi par rapport à Venise, qui est une exposition ouverte où il y a beaucoup de pavillons et il y a l'eau, la présence de l'eau. Donc voilà, ici une image du pavillon, la Kunsthalle de Lisbeth Sachs. Et déjà le fait qu'on connaît pas vraiment ce projet nous a surpris et on s'est dit il faut en parler, il faut le montrer. Et Lisbeth Sachs à la question comment vous pensez quand regarde ou on fait l'expérience de l'art, elle a répondu par dire wandernd, schlendernd auf freier Spur, ce qui veut dire en se promenant, en flânant et sur une trace libre. Donc elle avait toute une idée et c'était aussi un expériment à elle de comment percevoir de l'art. Et c'est très contrairement à une idée de regarder de l'art dans des années 50 où il s'agissait plus d'un white cube qui est fermé, qu'on est rejeté sur les objets qu'on voit.
Mais elle voulait vraiment qu'on aperçoit les objets d'art en se promenant et en laissant entrer aussi le paysage qui est autour le bâti, on dirait. Puis là, on est à Venise. Ça, c'est... Ah, je ne peux pas faire le pointer, mais ici, on a le pavillon suisse qui a été construit en 1952. Donc, juste un tout petit peu avant la Kunsthalle de Lisbeth Sachs. Et Bruno Giacometti, le frère d'Alberto Giacometti, il avait vraiment cette idée assez classique de faire un white cube et de aussi exclure un peu tout ce qui est autour, de vraiment pouvoir se concentrer juste sur l'art qu'on voit. Et pour nous, comme équipe, la question après, c'était vraiment qu'est-ce qu'on peut offrir comme architecte à cette exposition d'architecture. Et là, on s'est dit, on a commencé à se poser la question, et si? Alors, ce et si, ça ouvre beaucoup de différentes dimensions pour nous. C'est d'abord, et si c'était Lisbeth Sachs qui avait été construit le pavillon au lieu de Bruno Giacometti, comment est-ce que aujourd'hui ça changerait notre perception, mais aussi, et si ça suggère une fiction qui nous a permis de trouver un différent point d'entrée à ce projet, aussi à ce site à Venise. Et ceci s'exprime sous la forme d'un plan. Et on a expérimenté de juste se demander, et si vraiment Lisbeth Sachs aurait construit ce pavillon, on a superimposé son plan sur l'architecture de Giacometti, et ce qui comes out, c'est une nouvelle architecture qui, pour nous, ça donne un peu presque une science-fiction à la fin. C'est vraiment quelque chose qui crée des nouveaux espaces qui sont plus Giacometti, et non plus Lisbeth Sachs. C'est un nouveau espace qui est très imaginé. Mais pour nous, c'était important de pas seulement imaginer, mais aussi construire à la fin. Parce que si on ne le construit pas, on n'a pas l'expérience. Et pour nous, c'était vraiment la question. C'est comment d'avoir cette expérience physique et aussi de flâner là-dedans et de bouger là-dedans et d'avoir des différents temps qui come together dans cet espace. Se croisent. Voilà. Je crois que j'ai oublié plein de choses, donc si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez. Il y avait juste quelqu'un pendant une présentation qui est venu vers nous, qui nous avait dit « C'est magnifique cette superposition parce que vous démultipliez les problèmes. C'est que des problèmes sur le chantier, mais c'est des beaux problèmes. » Oui, c'est vrai. Je te donne la parole tout de suite. Mais c'est vrai que en décidant de vraiment construire, ça nous crée beaucoup de problèmes, pas seulement avec peut-être la commune de Venise ou la Biennale, mais aussi c'est vraiment comme bauen im Bestand, ça veut dire bâtir dans ce qui existe. Donc c'est vraiment des problèmes architecturaux, comme presque denkmalpflegerisch, l'héritage, patrimoine. Donc on peut pas vraiment toucher le pavillon de Giacometti, donc il faut trouver des moyens, comment être en dialogue avec une architecture qui est très soignée aussi, et on a beaucoup de respect pour le pavillon de Giacometti, bien sûr. C'est une architecture très beau, très belle, mais en même temps, oui, c'est toujours être en dialogue entre les deux et créer quelque chose de nouveau à travers ce croisement.
Et là, je donne la parole à Elena. Ah voilà, là on est atterri à Venise avec une maquette dimension 1-200 qui montre la superimposition. Et oui, et peut-être maintenant qu'on vous a donné le contexte du projet, on rentre... on rentre... enfin, on atterrit à Venise et on se pose la question, mais comment est-ce qu'on va le reconstruire et avec quels matériaux et avec qui? Parce que Venise, c'est quand même une ville compliquée avec une infrastructure aussi pas simple à gérer. Et donc, on a atterri à Venise il y a 3 semaines. Et là, on est au bord d'un canal avec des outils et une équipe. Donc là, il y a Momo, Matteo et ceux qui vont transporter nos matériaux jusqu'au Giardini. Et en fait, cette équipe, elle s'appelle Ribiennale. Ça fait 10 ans qu'ils ont commencé à travailler en lien avec la Biennale, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, chaque année, il y avait énormément de ressources, de matériaux qui étaient juste jetés, pas réutilisés. Et ils ont trouvé en fait l'opportunité de récupérer, de s'infiltrer aussi dans ce système compliqué et qui est aussi basé sur le tourisme et une économie qui profite en fait du territoire et qui rend pas grand chose en fait aux communautés. Et donc nous, on s'est associé avec les Biennales pour leur permettre aussi de récupérer des matériaux, de pouvoir aussi nous en offrir d'autres biennales passées, et surtout en fait de travailler avec des activistes ancrés dans ce territoire qui nous amènent beaucoup de choses. Et donc ça, c'est un peu l'atterrissage il y a 3 semaines. Ensuite, il y a eu aussi une dimension où on a voulu, en tant qu'équipe d'architectes et d'artistes, s'approprier vraiment les lieux. Donc, on s'est mis à tracer et mesurer dans le pavillon nous-mêmes. Donc, il y a aussi une implication vraiment physique avec les lieux. Il y a aussi une implication d'un savoir-faire. Donc, il y a eu aussi pas mal de discussions sur comment reconstruire le pavillon Elisabeth Sachs au sein du pavillon Giacometti, et comment interpréter aussi les tolérances de cette interaction entre ces 2 architectures. Donc on a travaillé avec pas mal de partenaires en Suisse qui nous demandaient avec combien de centimètres il fallait calculer pour pouvoir le reconstruire, et on avait cette précision suisse et on arrivait vers Ribiennale en leur disant mais comment vous travaillez, et ils ne comprenaient pas l'aspect de la tolérance. Donc il y avait la précision suisse, le savoir-faire italien qui se sont mélangés, et ça crée pas mal de dialogues, de traductions aussi qui sont pas simples, mais ils ont dit il y en a 0. Hein. Oui, pour eux il y avait 0 tolérance, ça allait être construit comme c'était dessiné, ce qui est impossible, mais mais c'est assez beau en fait de pouvoir vraiment être sur les lieux. Et c'était aussi un but important pour notre équipe, c'était de pouvoir prendre le temps de passer 2 mois à Venise et de pouvoir vraiment le construire ensemble. Donc ça, c'est aussi un aspect de notre équipe. Comme vous l'avez vu, on l'a présenté là, on s'intéresse beaucoup aussi à l'invisibilité de certains projets dans l'histoire qui sont souvent liés aussi à des architectes femmes qui sont peu connus, mais il y a aussi une implication d'être dans le présent aujourd'hui et de vouloir le reconstruire nous-mêmes. Donc on travaille beaucoup avec différentes temporalités, des superpositions d'espaces, et donc là on est en plein chantier dans le pavillon suisse. Là c'était l'image pour parler justement de cette tolérance, d'amener tous ces dessins d'ingénieurs suisses et d'essayer de traduire toutes nos idées et notre envie de reconstruire ce pavillon et de le faire comprendre à cette équipe à Venise. C'est une interprétation. Oui, et en fait, c'est une interprétation du pavillon suisse. Et en fait, peut-être une anecdote aussi, le pavillon Elisabeth Sachs, à l'origine, il a été conçu et construit en béton. Nous, on a voulu le reconstruire en bois, pour justement avec cette idée de réutilisation. Et c'est vrai que ça nous a amené énormément de
questions et de problèmes structurels. Aussi, là on le voit, on vient évider le sol du pavillon Giacometti, donc on érige ces poteaux métalliques et après deux trous, Ribiennale nous dit mais en fait le sol il tient pas, il n'y a pas de fondation dessous, donc il y a aussi toutes ces problématiques sur le chantier, donc on a dessiné, on a pensé avec des ingénieurs suisses et quand on arrive sur les lieux, en fait ça change. Mais dit sur là, c'est comme si on évidait le sol du pavillon, mais en fait, il y a eu un remplacement d'un arbre. Ça, c'est pas nous, juste pour dire. Oui. Mais il y a eu aussi, on a eu aussi plusieurs chantiers en même temps que le nôtre. Donc il y a beaucoup il faut aussi vraiment réagir sur le moment, adapter le planning. Et on est vraiment en Italie, donc c'est une autre culture et une autre manière de planifier, de faire. Mais c'est très beau. C'est plein de challenges, mais on apprend beaucoup. Et là, peut-être aussi encore une chose à dire, c'est que Ribiennale, vu qu'ils sont beaucoup liés au contexte social et culturel, ils ont permis en fait à des jeunes qui sortent de l'école de faire un stage. Donc on a aussi pas mal de jeunes étudiants qui sont là avec nous, qui nous aident. Donc il y a aussi cette idée de traduire et de transmettre en fait nos idées à des nouveaux, des nouvelles personnes qui rentrent dans le monde de l'architecture, de la scénographie, de la construction. Puis elles ont l'air assez contentes. Ouais. Et c'est vrai que nous on est contentes aussi parce que à 7h du matin, quand on prend le vaporetto, je suis contente de tomber sur le visage d'Elena parmi tous les travailleurs. Et tout d'un coup, au pavillon suisse, il y a toutes ces donnes, mais aussi les autres, Mirko, Momo et compagnie. Mais ah oui. Ah non, ça c'est moi qui fais la jonction. Ouais, parce que tu introduis le projet embarqué. C'est ça. Mais cette image, c'est une image de la salle de peinture. Et on voit cette lumière qui projette en fait le monde environnant. Et c'est très étrange l'atmosphère dans cette salle, parce qu'on entend vraiment le ronronnement continu des vaporettos de la ville. On ne sait pas trop comment ça se passe, si ça vient par le dessus. Et aussi ce mur, en fait, c'est celui qui jouxte la lagune. Donc il y a aussi ce bercement en fait de la présence de l'eau. Et cette pièce, évidemment, elle donne une orientation sur la dimension sonore et la dimension du paysage et de l'atmosphère et du climat sur lequel on discute beaucoup avec Octave, qu'on voit sur l'image, en train de faire une captation sonore. Juste pour préciser, on est plusieurs à faire des captations sonores et je laisse Octave expliquer quel est le modus operandi qu'on a mis en place. On est non seulement plusieurs à faire des captations, mais toute l'équipe fait des captations et chaque personne a un enregistreur. Dès le début du projet l'année dernière, on a fourni des enregistreurs à chaque membre du projet. Donc tout le monde, à chaque étape, capte ce qui se passe autour de soi. Et petit à petit se constitue une archive qui met plus l'accent sur le sensoriel et l'émotionnel de chaque étape du projet. Donc ce qu'on a entendu au tout début, cette petite capsule qui dure 3 minutes, c'est un condensé de ce qu'on peut retrouver dans cette archive. Donc il y a autant des étapes préliminaires du projet, de dessin de plan, transcription des archives de Lisbeth Sachs pour les besoins du projet, des workshops qu'on a effectués dans différents lieux en Suisse et en Italie, et aussi un des événements qui a marqué, j'ai l'impression, le début du projet, c'était la Frauenstreik de Zurich en 2024, où beaucoup des membres du projet étaient présentes. Qui était le 14 juin, le jour de la fête du droit de vote des femmes, qui en Suisse est arrivé très tardivement. Je ne sais pas si on le sait en France. Avec Appenzell, le record, le dernier à voter dans les années 60, quelque chose comme ça. Non. Pardon, 90, non, c'est pire. Donc on peut s'imaginer que
Un des cantons, ouais, parce qu'il y en a plusieurs. C'était un long processus, voilà, et donc on peut s'imaginer, en regard de Lisbeth Sachs, qu'est-ce que ça signifiait dans les années 50 d'être architecte quand on n'avait pas le droit à un compte en banque sans que quelqu'un vous signe le droit. Donc comment on fait une économie, comment on constitue une équipe, etc. Non, nous on n'a pas ça comme problème pour l'instant, mais faut continuer de se battre pour les garder. Et peut-être l'une des choses qu'on peut amener avec cette histoire de la Frauenstreik, c'est l'un des premiers événements où il y a des enregistrements qui ont été introduits dans l'archive, qui ont eu un effet émotionnel sur toutes les personnes présentes dans l'équipe, comme étant quelque chose d'assez presque iconique de tout ce processus d'enregistrement de chaque étape du projet. Et là, c'est une des dimensions qui est apparue dès le départ, par laquelle Axel m'a fait entrer dans le projet. C'est la dimension performative de l'enregistrement comme incarnation de l'écoute. Et là, peut-être que je vais te laisser aussi introduire cette dimension-là. Quand le point de rencontre s'est fait avec les architectes, moi j'étais au fond consultante. Donc j'étais dans cette position d'écouter leur projet et puis très rapidement d'en comprendre aussi le potentiel et de trouver des alliances. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant et qui faisait le lien aussi avec une réception ultérieure. Donc un public qui visite le pavillon, qui découvre un projet. Et je trouvais intéressant de garder cette tension tout du long. Et j'ai aussi identifié dans le groupe une envie d'être dans le présent, d'être incarné, engagé dans ce qu'on fait, et aussi de ne pas se laisser déborder par la pression de rendre un rendu, mais aussi de penser à ce qu'il ouvre, quoi, vers un ailleurs, vers une réception aussi. Donc donner droit à nous-mêmes dans le faire, de aussi peut-être écouter et partager quelque chose que du public. Donc c'est ça un peu la science-fiction, c'est quand toutes les couches en fait de temporalité se rentrent en résonance en fait. Et peut-être juste pour ajouter quelque chose là-dessus, on vous a montré, Myriam vous a montré juste avant le plan avec cette superposition, avec ce questionnement « et si ?» Et pour nous, en fait, l'idée de reconstruire le pavillon de Lisbeth Sachs, c'était vraiment de mettre en avant son architecture, et donc pas d'exposer de l'art, mais vraiment d'exposer une architecture qui vient en dialogue avec une autre, et d'exposer aussi finalement tout le processus qu'il y a derrière le projet à travers cette nouvelle archive qu'on crée en nous enregistrant et en enregistrant aussi les situations où on s'est trouvé pendant cette année, les dialogues qu'on a eus avec des acteurs qui étaient importants pour nous. Et c'est ça un peu les croisements qui se font entre ces deux architectures dans l'espace. Et dans la continuité de ça, l'écoute, ce qu'on a mis en place avec Octave, c'est qu'on revisite notre banque de données d'enregistrement. Donc on se donne une plage, alors c'était toujours en négociation un peu comment on trouve le temps, mais de réécouter ensemble des enregistrements et de se rappeler en fait des choses qui étaient hier et qu'on avait déjà oubliées, et tous ces moments assez beaux d'entendre des sons et de plus arriver à les identifier en fait. Vous avez entendu les pas sur la neige avec les cloches de Venise, c'est quand même le pouvoir du son. En plus les cloches de Zurich, et voilà. Bon. Merci beaucoup aux deux équipes pour ces deux présentations très évocatrices. On a tous très envie de venir voir ça physiquement à Venise. Et je pense que voilà, j'ai plein de questions, mais je vais d'abord passer la parole à vous, au public. Est-ce que vous avez des questions à ces deux équipes? Et bien sûr, aussi, c'est l'occasion des deux équipes de s'interroger mutuellement, parce que je pense qu'il y a plein de sujets communs, de questionnements, de problématiques communes. Donc c'est un peu aussi l'occasion de partager ce discours entre expertes et experts avec le public au large. Et je crois que Christelle, peut-être tu veux encore rebondir. Moi je passe le micro. Okay. Et j'en profite pour dire que je passe le micro à François Ross, qui est un architecte français et qui lui est aussi à Venise
dans l'exposition de Carlo Ratti. Voilà. Et je laisse poser sa question. Pour la 13e fois, hélas. Donc, je suis aussi à l'origine de non pas de ce bâtiment, le design est bien sûr Jacob McFarlane, mais cette création de cette collection du FRAC en année 96, quand Emmerich est mort. Emmerich était un architecte survivant des camps de concentration de Auschwitz-Birkenau. Et là, le début du FRAC, il avait la volonté de faire apparaître une architecture subversive, une architecture singulière, faite par des créateurs, et non pas des institutions. Je regrette un peu aujourd'hui, mais ça je le dis gentiment, hein, que seules les institutions se cooptent, sans prendre attention, je suis venu moi-même de mon propre chef, sans prendre attention à ceux qui sont invités personnellement, comme des singularités, comme des anomalies même, dans le pavillon international. Je voudrais aussi dire que le modèle, le paradigme Venise est peut-être en lui-même une collapsologie. C'est intéressant que vous posiez la question du CO2, mais quand vous invitez Hernan Diaz Alonso de Los Angeles, que je connais très bien, de SciArc, il visitera Venise en business class, il émettra entre 5 et 7 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. J'ai moi-même 20 personnes à inviter dans l'Arsenal, que j'ai fait 5 fois, c'est la 5e fois. Donc je participe à cette surfréquentation, à cette surpollution idéologique et matérielle. La lagune de Venise est entièrement polluée par les algues qui viennent de ce rejet d'azote, de ce trop-plein d'azote des déjections humaines. Ce que l'on travaille, on essaye de travailler, de faire un petit bâtiment, un pavillon qui soit tricoté, avec ces bioplastiques issus de la merde humaine pour justifier cette mécanique de boucle, en définitive, de surfréquentation intentionnelle des architectes qui, au travers de ce moment de rencontre happy few, se donnent droit à une sorte de néo-moralisme, tout en participant à la catastrophe ambiante et à la collapsologie biopolitique de la planète. Donc on est à Venise dans une sorte de forme de contradiction majeure dont personne ne parle en fait, qui est à contresens. Cette surmédiatisation, cette surégotisme des architectes, cette surfréquentation qui produit pollution. Les stations d'épuration ne permettent pas, autour de Venise, Venise est une sorte de Disneyland entièrement surrounding par des usines à traitement de déchets, par des usines pour évacuer et cette dimension-là, en fait, cette dimension où on est nous-mêmes coupables, où on est nous-mêmes agents de cette transformation, pollution, vous parlez d'abîmer. On abîme nous-mêmes. Donc on pourrait se regarder dans le miroir, en fait, comme une sorte de narcisse. Venise est un narcisse de notre propre incapacité comme architecte. La difficulté, j'ai une équipe qui est de Sydney, qui est de Bangkok, etc., et on s'est interdit de voyager. Seuls les Européens viendront sur le site de Venise. Peut-être pas à pied, peut-être pas à genoux, c'est pas Saint-Jacques-de-Compostelle non plus, mais néanmoins, la transformation éthique passe non pas par des velléités idéologiques, mais par des comportements individuels. Merci François. Est-ce que vous souhaitez répondre à cela ou est-ce qu'il y a d'autres questions encore dans la salle ? Il y a une question là-bas, il y a Pierre. Je vais ramener le micro. Merci. Merci beaucoup pour vos présentations. Vous posiez la question de réinterpréter un lieu par le travail et le regard d'une femme. Est-ce que ça vous a donné envie de tirer le fil un peu plus loin et de poser cette question-là pour nos villages, nos villes, et aller perpétrer l'expérience un peu ailleurs et voir ce que ça pourrait donner ? Je pense que ce qui est beau, c'est que là, on est vraiment ancré dans le présent aujourd'hui à Venise. Et je pense que humblement, je trouve déjà très beau de pouvoir avoir eu une idée et de maintenant la reconstruire. Et j'ai l'impression qu'en tout cas pour moi, parce que vu qu'on est plusieurs, on peut aussi tout répondre différemment, mais c'est déjà une très belle expérience, un très bel exercice de le faire au sein des Giardini et de voir ce que ça nous amène, mais
Oui, et je crois que plutôt que de parler d'une reconstruction, on parle souvent d'une traduction. Donc c'est vraiment pas, on n'essaie pas à reconstruire un État qui était là dans les années 50, mais de inclure le nouveau contexte qui, tout ce que tu fais, même si on reconstruit, ça sera une nouvelle architecture parce que le contexte a tellement changé. Mais nous, on se demande vraiment, ok, comment on peut faire une traduction qui est aussi fragmentaire, parce qu'il faut faire des décisions, des fois de laisser à côté quelques éléments et peut-être intégrer des nouvelles. Et donc, je suis pas sûre si j'ai bien compris votre question, mais c'est vraiment ça, c'est un projet qui est très contextualisé, et je crois que ça serait différent d'appliquer ça à plusieurs endroits, en fait. Oui, j'ai beaucoup aimé la juxtaposition des deux, du récit que vous avez fait, les deux pavillons. Le premier parle de tous les projets qui ont été, de l'appel à projet, donc de la réflexion et de ce qui va être exposé après sélection. Et après, de la manière de l'exposer à l'extérieur, compte tenu des contraintes du pavillon. Et le deuxième, qui veut exposer ou rappeler un projet antérieur, mais qui, j'ai pas bien écouté, évoque peu ce qui va être exposé. C'est la question. Moi, j'ai compris que c'est l'installation en elle-même qui est une exposition, en fait. C'est ça. C'est une installation. C'est deux manières différentes de voir une exposition. C'est vrai que nous, notre parti pris, c'est vrai qu'à Venise, il y a souvent beaucoup d'installations, en fait. Et nous, notre parti pris, étant donné déjà que c'était dans une condition complètement extérieure, c'est-à-dire donc soumis à la pluie, au soleil, à l'ensoleillement, au vent, au froid, au chaud, mais c'était quand même une exposition, on va dire, informante, voilà, qui parle de projets, donc avec des photos, des dessins et des textes. Mais donc c'est deux approches très différentes. En relation avec ça, est-ce que vous avez commencé à réfléchir sur qu'est-ce que c'est entre guillemets, est-ce qu'il y a des choses découvertes dans le dialogue entre le premier pavillon et votre recent pavillon, donc entre le masculin, entre guillemets, et féminin, si on dit la chose simpliste, et la réflexion que vous avez posé une question, est-ce que si le pavillon de Giacometti, en fait, c'est une femme? C'est ça un petit peu dans l'implication de votre intervention. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent dans ce premier projet imaginable, et c'est quoi? Et est-ce qu'il y a les qualités, si ça c'est un architecte femme, qui est effectivement assez interdite à travailler, jusque dans un canton, on a écouté, c'est quand même extraordinaire, jusqu'à 90. Donc aujourd'hui, dans votre projet, est-ce que vous avez commencé à réfléchir et c'est quoi exactement les qualités si vous avez imaginé ce premier pavillon fabriqué par Mademoiselle Giacometti et par Monsieur Giacometti? Oui, je voudrais peut-être juste revenir sur la question précédente très rapidement. Alors, Pardon, excuse-moi. Est-ce que pardon, excuse-moi. En fait, c'est ça mon réflexion. En fait, est-ce qu'on ne parle ni femme ni homme, mais on parle d'être quelqu'un, une personne. Alors là, il y aura. Là, je pense qu'on peut partir très loin, très longtemps, très vite, parce que là, ça ouvre vraiment la boîte de Pandore qu'on a ouverte au début du projet. Et pour répondre juste très rapidement à la question précédente, ce qui sera exposé dans du coup les deux pavillons en même temps,
Enfin, le pavillon de Saks est exposé dans le pavillon de Giacometti, et dans le pavillon de Saks est exposé le processus de construction et de design de tout ce projet à travers une installation sonore. Donc, dans le pavillon de Lisbeth Saks, il y a un circuit électrique qui est intégré, qui normalement est utilisé pour les lumières, pour le système d'éclairage. Qui, pour être précis, était originalement, dans le plan originel, le système lumineux. Voilà. Oui. Et l'une des traductions qui a été opérée par Annex, c'est de transformer ce système électrique de lumière en système sonore. Et c'est là que Axel et moi sommes intervenus pour développer l'install. Et quel est l'intérêt d'avoir une artiste embarquée plutôt que exposer une artiste? C'est qu'on peut avoir l'art de façon intégrée. Et à la table des négociations au départ, et non pas à la fin. Donc, plutôt que vous vivez l'art, plutôt que de le voir un display d'art. Et dès lors qu'on accroche quelque chose sur un mur, on rentre dans une autre façon de lire. C'est une autre forme de codification, et puis peut-être que le cadre en fait fait écran et ne permet plus de voir en son centre la proposition architecturale. Donc c'était ça la réflexion où on a décidé de ne pas accrocher et de réfléchir autrement aux relations de dépendance entre dans une situation où il s'agit de faire de l'architecture pour l'art ou avec l'art. Et ici, l'art émane directement de l'architecture de Lisbeth Saks, qui est introduite dans l'architecture de Giacometti, dans le sens où c'est le pavillon de le Saks lui-même qui devient le système son qui permet d'écouter cette archive qui est établie depuis le début du projet par les architectes elles-mêmes. J'essaie de faire la jonction avec la prochaine question. En fait, là on parle de binarité, en fait. Et c'est ça qui a été thématisé, je crois, ce que vous avez identifié chez Lisbeth Saks. C'est une halle, elle est ouverte. En chaque point de son espace, on est toujours ramené vers l'extérieur, où on amène, comme elle le disait elle-même, le parc à l'intérieur, au cœur de l'espace d'exposition. Et il y a ce jeu, en fait, un peu de in and out, aussi de focus. Et finalement, peut-être que le projet de Giacometti était similaire, avec un autre langage formel. Si on rentre dans les détails, bien sûr, c'est une logique de l'angle, mais même ces angles, est-ce qu'ils sont complètement... ils sont en fait ouverts, ils se rejoignent pas toujours, donc c'est pas complètement fermé. Mais aujourd'hui, on est obligé de fermer, de mettre des grilles, parce que voilà, on est dans des logiques territoriales. Les giardini sont pas en accès libre, etc. Mais originellement, il y a aussi cette idée. Et c'est pour ça que cette image de cette painting room, la chambre de peinture, est belle. C'est qu'on voit la présence des arbres et on entend aussi. Et donc, finalement, l'installation sonore essaie de souligner quelque chose qui est déjà présent dans les deux bâtiments. Ça souligne aussi la similitude entre les deux programmes, celui de Giacometti et de Saks, avec 3 espaces d'exposition qui sont chacun destinés à un médium. Il y a la salle peinture, la salle sculpture et la salle art graphique, non, art appliqué ? Chez Giacometti. Chez Giacometti. Et chez Saks, il y a la chambre de peinture, la halle de Gestaltung. En Suisse, on n'a pas les beaux-arts, on a les arts appliqués. C'est une autre tradition. Et une autre chambre qui est celle des graphiques et de l'architecture. Et peut-être pour aussi essayer de répondre à ta question, enfin, moi personnellement, je ne crois pas à une architecture féminine ou une architecture masculine. Et aussi, j'espère qu'à travers de notre projet, on arrive à trouver des thématiques qui vont au-delà de cette question de binarité. Et oui, comme tu l'as dit, on crée un espace pour les humains, quoi.
Bien sûr, c'est une vraie question. Moi, déjà, on n'est pas à l'Arsenal. Notre projet, on avait répondu à un appel d'offres, en effet lancé par l'Institut français en mars 2024. Mais je pense que vraiment ce qui a animé nous, enfin en tout cas notre équipe, des 4 curateurs, et de parler de ce sujet qui nous préoccupe, qui est donc d'exposer des projets qui adressent l'adaptation climatique. Je pense que voilà. Après, je suis en effet d'accord, il y a tout un sujet sur les grandes expositions internationales et tout ce qu'elles amènent avec elles. Mais nous, dans cette réponse, c'est pour ça qu'on avait fait une sorte d'expo minimale. Tout est imprimé à Venise, l'échafaudage est loué à Venise, les bois sont imprimés à Venise. Donc finalement, il y a... elle se démonte et puis elle retourne là où elle était. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est par contre l'échange, la rencontre, la discussion, parce que les réunions en visio, elles ont des limites. Et je pense que par contre, ce sentiment de cette proximité, d'un moment où beaucoup de personnes peuvent se rencontrer et s'échanger, ça c'est unique. Et il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne à voir. Comment en effet, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on a comme déchets. Il y a des moments à préserver. Et je pense que ces moments où on peut avoir la possibilité d'avoir des rencontres qui sont quand même passionnantes. Là, on vient de rencontrer l'équipe suisse. Et rien qu'en discutant, on a eu plusieurs sujets finalement d'échange. Ça, c'est des choses très précieuses. Et je pense que finalement, l'humanité, c'est ça. C'est de pouvoir se rencontrer, te toucher, te regarder dans les yeux sans avoir un filtre. Voilà, donc il y a des limites à mettre, il y a des choix à faire, mais je pense qu'en effet, la réponse, c'est qu'il y a des choix à faire. Ouais, moi, peut-être pour répondre, c'est vrai que notre équipe, on a la chance d'être en Suisse, qui a un train direct, il y a plusieurs trains directs entre Zurich et Venise, et Lausanne et Venise, mais c'est vrai que notre approche, c'est d'avoir pris le temps, d'avoir été beaucoup à Venise cette année et d'avoir pu rencontrer aussi des partenaires qui travaillent vraiment sur toutes ces questions de l'impact qu'ont ces biennales sur le site. Et c'est vrai que on a voulu aussi, à travers les enregistrements qu'on fait, comprendre vraiment la complexité et essayer d'être en lien et de passer du temps avec... Il y avait aussi les Green Lions, les Green Days, qui sont organisés par une trentaine de pavillons nationaux, qui essayent vraiment de se revoir une fois par année pour trouver des moyens d'améliorer la biennale, dont l'impact que ça a sur Venise. Donc c'est vrai que on a voulu reconstruire de manière sensible, en récupérant des matériaux et puis en étant vraiment en lien avec des acteurs sur les lieux, quoi. Donc c'est un peu ça notre... Mais en fait, on fait des efforts à plusieurs niveaux. C'est un groupe déjà, l'effort de travailler en groupe, représente aussi une collectivité avec toutes les difficultés que ça représente, des négociations, des positions différentes et chercher des points de contact, chercher à se regarder dans les yeux, être sûr de se comprendre. Ensuite, effectivement, il y a le rapport institutionnel, mais il y a aussi un autre rapport, si on veut parler économique aussi. On a des partenaires industriels, chacun représente aussi des collectivités, des organisations qui sont sous pression de réglementation, avec des questions très sérieuses, écologiques. Et le produit ne passe pas sur le marché si ça rentre pas dans le cahier des charges, avec les réglementations. Donc en fait, c'est plus loin que, on va dire, l'équipe représentante. C'est aussi toutes ces personnes qui appuient le projet, le soutiennent parce qu'ils collaborent à une certaine vision et à essayer de faire bouger des lignes. Et c'est un privilège de faire partie de la Biennale et d'être exposé à ces multiples points de contact et apprendre ensemble. François, vous vous souvenez, on est passé tellement de fêtes ensemble à Venise. On est passé les matins très tôt, dans un bar à 2h, 3h le matin. Donc on est quand même vu, toi et moi, capables de faire pas mal d'empreintes carbone depuis les années. Donc c'est pas ça. Je simplement dis, on est entre guillemets, comme disait Dominique, on est dans les contradictions, ça c'est sûr. Il faut assumer les contradictions. On n'est pas dans le parfait, le zéro déchet, le invisibility.
chaque fois on a mis la main sur un interrupteur, on est responsable. Cette énergie, si elle vient de où? Si ça vient de les poulets dans votre jardin, François, je suis 100% contente. Mais on savait bien, vous êtes dans la contradiction toi-même. Donc, il faut assumer ça, mais après, chacun qui est toi tu demandes une réponse. Donc, mais après, on est, là je suis aussi d'accord, donc dans le sens, en fait, il y a les contradictions difficiles à assumer. Moi, je viens de Nouvelle-Zélande, donc c'est vrai, non mais je viens de Nouvelle-Zélande, donc, et toi tu savais ça. Donc, je préempte ta question. Et donc, effectivement, chaque fois j'y vais en Nouvelle-Zélande, qui n'est pas beaucoup, chaque année, peut-être 2 fois chaque an, je fais beaucoup d'empreintes carbone. Mais en même temps, en fait, mon famille, c'est en Nouvelle-Zélande. J'ai besoin de voir eux. Et comme disait Dominique, si on fait tout ça par Zoom, on est fini, comme les humains. Donc, c'est sûr, on est dans la contradiction. En même temps, on est les avions qui arrivent bientôt dans le monde, qui est, entre guillemets, les avions plus clean, plus électriques, etc. Donc, on est toujours dans le défi, on est toujours dans la façon de réinventer les choses. Il y a les choses qui passent sur ces planètes aujourd'hui, dans le sens politique. On voit les dérèglements qui arrivent là, depuis cette semaine ou semaine dernière. En États-Unis, c'est un désastre total pour la planète. Donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de tout ça? Donc, on est toujours en train de recomposer. Mais on essaie de recomposer avec la meilleure façon. On n'est pas dans le parfait. On est coupable, nous tous, ensemble. Il n'est pas juste un entre nous qui est parfait. Donc, mais il faut composer ça avec ça en archi. Il faut poser les questions en archi. Qu'est-ce que c'est les possibilités dans l'avenir? Est-ce qu'on fait zéro? Est-ce qu'on touche rien? Ça, c'est une vraie question. Nous-mêmes, on est posé la question depuis les années. Moi et Dominique, on est composé énormément avec l'existant. C'est pas un choix, mais en fait, c'est une chose imposée, c'est vrai, avec notre génération, François et moi. On n'est pas dans entre guillemets, dans le nouveau projet. On est souvent dans la composition avec l'existant. Donc, c'est un défi, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour inventer le futur de l'architecture. Et est-ce qu'il y a un futur de l'architecture? On ne savait pas. Ça, entre guillemets, c'est une vraie question. Et on est posé, entre guillemets, on est posé cette question un peu vis-à-vis le pavillon. Que c'est une vraie question. On a plein de défis là qui imposent presque une réduction de tout jusqu'à zéro. Donc, c'est quand même intéressant. Et c'est le défi de notre époque. Plein de contradictions, c'est compliqué. Peut-être juste un... François, est-ce que tu le fais dans ta proposition? Ce serait magnifique à l'Arsenal. Parfait, bah, génial. Bah, dans ce cas, on vient d'en voir, bah, c'est génial, parfait. Peut-être juste un dernier mot. Je voulais...
Bon, un dernier mot, si vous voulez bien, parce qu'il y a des petits soucis de train. Je suis vraiment désolée de revenir au pragmatique du pragmatique. Alors là, il y a beaucoup de thématiques, mais ce que j'aime bien dans votre approche, c'est que, en fait, tout le monde, je crois, depuis 20 ans, est d'accord que ces pavillons nationaux, c'est pas un truc très contemporain. Enfin, il y a un grand débat là-dessus, et ce débat il cesse pas, c'est toujours actuel, mais en même temps, tout le monde fait toujours des expositions dans ces pavillons nationaux. Et ce que j'aime bien dans votre approche, c'est que vous occupez une espace entre ces pavillons nationaux, et je me suis dit que ça serait en fait pas mal d'avoir une biennale qui occupe juste l'antre, et qui est peut-être même public, qui est accessible par le public. Et comme ça, je crois qu'on pourrait changer des choses et casser ces systèmes aussi, peut-être que vous en parlez. Voilà. Eh ben, c'est sur cette proposition qu'on va s'arrêter là. On peut aller continuer à discuter là-bas. Et en tout cas, je vous remercie tous les 6. Oui, 6, c'est bon. Et puis, je remercie les personnes qui sont venues, et François aussi, évidemment, pour ses contributions. Merci encore, à très bientôt. Et puis, on a hâte de découvrir vos projets.